je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Moi aussi, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est bon, on a compris, mais tu vas parler de quoi, du coup? Bob l'éponge l'étoile de mer, Non, c'est pas ça. Patrick l'étoile d'éponge carrée, Presque. Oh, qui vit dans un ananas dans la mer. Qui compte bien y faire carrière. Bob l'éponge carré. Wow. Bob l'éponge carrée, l'éponge la plus connue des océans, le carré le moins carré des quadrilatères convexes, et surtout le Bob le plus drôle des écrans. Bon, il y a Bob le bricoleur qui est pas mal aussi. Mais globalement, on sera tous d'accord pour dire que cette série est un classique, qui a eu droit à 3 films, un avec David Hasselhoff, un avec Snoop Dogg et Keanu Reeves, et un avec Cyprien et Squeezie. Et accessoirement Antonio Banderas. Donc 3 films, avec un premier vraiment super, de souvenirs en tout cas. Bon, les deux autres je les ai pas vus, donc... Moi, je les ai vus. Encore toi sur ma chaîne. Notre chaîne, tu veux dire? Mais... Pas du tout. Bah si, tu te rappelles pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah regarde. Oh putain. Et ouais. Non, en fait, c'est une blague. Attends, quoi? Ah oui. Énorme. Donc oui, après le succès de la série, dès 2004 sort le film Bob l'éponge, réalisé par Stéphanie Limburg, créateur de la série, et qui la dirigera jusqu'à la saison 4. Et donc, comme l'a souligné Mathieu, il y a eu 2 suites. Une au cinéma en 2015, soit 11 ans plus tard, Oh la vache, déjà? et l'autre en 2020 sur Netflix. Alors bon, le deuxième est plutôt marrant, mais reste moyen et anecdotique, et c'est pas la fin avec les personnages en mode super-héros 3D qui va me faire changer d'avis. Moi non plus. Et le troisième en full 3D qui était le cul entre deux chaises. Typique de Netflix. On fait un film pour enfants, mais on veut parler aux ados adultes, du coup le film parle à aucun des deux. Il y a Snoop Dogg dedans. Snoop Doggy Style, Snoop Dogg Father, Snoop The Last Meal Dog. Le mec, en 93, il tire dans le dos de quelqu'un et il plaide la légitime défense au tribunal. 27 ans plus tard, il joue dans le film Bob l'éponge. Quel gamin sur Terre sera content de voir Snoop Dogg dans son film Bob l'éponge? C'est complètement hors sujet. Ouais, mais il y a David Hasselhoff dans le premier. Ça n'a rien à voir. Dans le premier film, on a David Hasselhoff de manière absurde parce que ça fait référence à Alerte à Malibu et il est traité n'importe comment. Ses pecs s'écartent pour faire fuser. Mon passage préféré du film. Snoop Dogg, il est traité comme « Oh, trop bien, c'est Snoop Dogg, il va fumer de la drogue, The Bee ». Mais non, pas The Bee. Pas The Bee du tout. Ça dénature complètement l'esprit de la série. Ça n'a rien à faire là. Et en plus, on peut pas fumer sous l'eau. Bon, tu sais quoi? Tu t'arrêtes là, pam, tu viens sur ma chaîne et on va parler du film Bob l'éponge. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Allez, ça marche. Donc, où est-ce qu'on en était? Bob a eu droit à de nombreux jeux vidéo qui sont globalement moyens mais pas mauvais, et dernièrement on a pu le voir dans un Smash Bros like avec Nickelodeon All Star Brawl qui a pas trop fait parler de lui, en tout cas moins que Multiversus qui est sorti tout récemment. Perso, j'ai joué qu'à Bob l'éponge le film sur GBA et Bob l'éponge et ses amis la photo en délire qui est... Particulier. Mais pas impossible qu'on en parle en vidéo. Les jeux Bob l'éponge sur DS à l'époque, c'était la folie. Je crois qu'il y en a aucun qui était bien. Mais aussi des attractions comme le SpongeBob SquarePants 4D et SpongeBob SquarePants Rock Bottom Plunge, des montagnes russes à l'effigie de la célèbre éponge, mais elles se trouvent tous les deux aux États-Unis. Évidemment, plein de peluches et de jouets ont été mis en vente et même des putains de caleçons. Et je viens d'apprendre pour la vidéo qu'il y a 2 séries dérivées récemment sorties. D'abord Camp Coral, une série en CGI, merde, où on retrouve Bob à 10 ans avec ses amis dans un camp. Sauf que c'est normalement anachronique vu qu'il rencontre Sandy et Plankton dans la saison 1. Mais je pense que la cohérence n'est pas recherchée. Après, peut-être qu'ils font des vannes par rapport à ça. Hein. Des extraits français que j'ai pu trouver, l'humour paraît très proche de ce qu'on peut avoir dans la série originale, mais peut-être dirigé pour les plus jeunes. Moup. C'est pas Mip, normalement. On va éviter de se mêler de ça, il fait partie de toute la clique. Clic. D'accord. Et Patrick Superstar, une série centrée sur Carlo, C'est une blague à lui. C'est vrai? qui pour le coup n'est pas en CGI, merci, et on découvre, il me semble pour la première fois, la famille de Patrick. Un humour, je trouve, moins subtil, mais il faudrait voir la série entière pour avoir un réel jugement. De toute façon, là n'est pas le sujet. Nous, on s'intéresse à Bob l'éponge et plus particulièrement à la saison 1. Ah que c'est parti. Ah que coucou Mathieu. Bizarre aux imitations de Johnny. Mais bref, générique.
que la saison 1 de Bob l'éponge réalisée par Stephen Hillenburg est sortie en 1999. En Amérique? Parce qu'en France, la série est diffusée que depuis 2002. Je sais pas pourquoi. Bref, Bob l'éponge, le cuistot du crabe croustillant, le voisin de Carlo, le meilleur ami de Sandy et Patrick, mais surtout la créature la plus forte de l'océan, mais aussi le personnage le plus pur de la série. En vrai, Sandy est pas mal non plus. Et Patrick? Non, lui il est juste con. Alors que Carlo reste le personnage le plus fort. Sombre et torturé, au travers de ce calamar, nous voyons une critique des dérives de la société moderne. Non, c'est juste un calamar qui joue de la clarinette. Je commence par Bob, parce que c'est évident et que le show ne marcherait clairement pas sans lui, salut Patrick Superstar, mais aussi car il est l'âme du truc. Toute la série respire l'innocence, et de temps en temps la bêtise de Bob. Et ça peut être contredit pour faire des blagues, par exemple, Bob est un personnage littéralement très carré. Ben, littéralement, il est plutôt rectangle. Putain, oui, Bob l'éponge rectangle. Parallélépipède rectangle. Donc, il est littéralement rectangle, mais il est quand même carré dans ce qu'il fait. Son job au crabe croustillant, il le fait super bien, s'occuper de son chat. Pareil, sa maison est nickel, il est très fort pour faire des bulles, mais passer son permis, ça c'est une autre tisane. Et c'est ça qui est bien. Bob est loin d'être parfait, mais en général, il essaye de faire du bien autour de lui. D'ailleurs, il finit même dieu des océans dans un épisode pour dire. Mais il ne cherche pas à corriger tous ses défauts, comme son insouciance, Qui n'est un défaut que si c'est très exagéré, on est d'accord. le fait qu'il soit souvent enfantin et des fois tout simplement stupide, mais tout ça, on en rigole bien, particulièrement grâce à sa bonhomie, mais aussi parce que les personnages qui l'entourent ont souvent un décalage. Soit Patrick, qui est juste pire, soit Sandy, qui est normal, ou encore Carlo, qui est carrément plus chiant et désagréable. Enfin bref, Bob, autour de cette fine équipe, ça marche. Où il est passé celui-là? Oh, bah il va arrêter de parler, la grosse pince, il commence à me fatiguer, hein. Oh, mais bah je démissionne, tiens. Bah attends, reviens! Oh non! Je le connais, il reviendra! Ça marche même de ouf. Les enfants peuvent se rattacher à lui. Faut voir que c'est vraiment un personnage enfantin, insouciant, dans un monde d'adultes. Quand tu regardes la série jeune, tu t'identifies à lui. Quand t'es adulte, tu le prends en empathie, parce qu'il est complètement déphasé et en décalage avec tout l'univers qui l'entoure. Exact. Mais il faut parler d'une controverse sur Bob, sur la probable homosexualité de l'éponge. Tout d'abord, parti sur le fait qu'un groupe évangélique, de notoriété homophobe, ont commencé à gueuler contre la série car elle promouvait la diversité et la tolérance. Mon Dieu, c'est inacceptable. Et en plus, tu blasphèmes. Mais il a pas de zizi, c'est une éponge. En 2012, les Ukrainiens vont même jusqu'à envisager d'interdire la série car elle ferait l'apologie de l'homosexualité. Tout ça car des téléspectateurs théorisaient sur la relation entre Bob et Patrick, qui serait plus qu'amicale. En vrai, je peux comprendre l'ambiguïté. Mais est-ce que c'est vraiment important d'ailleurs? Je pense pas. Mais quelle ambiguïté! En tout cas, ça gênait visiblement des gens, et le créateur a dû dire officiellement que Bob était quasiment asexuel. Mais bien sûr qu'il a pas de sexualité. Il y a aucun signe de rien dans la série. Faut arrêter de sexualiser un personnage d'enfant. C'est hyper cringe. En fait, c'est un peu comme Dumbledore finalement. Tu ramènes tout à Harry Potter, ma parole. Et je le fais même pas consciemment. En tout cas, je sais que les gens vont venir râler en disant que Dumbledore aimait Grindelwald. Wow, mec, tu digresses encore. Et digresse, c'est beaucoup. C'est un gros pays, quoi. Donc, Obama. Heureusement, Bob l'éponge n'a pas eu que des polémiques, car non seulement elle a été classée 9ème des plus grandes séries télévisées américaines, ce qui est clairement pas dégueu, et aussi comme la série préférée de Barack Obama. Et ça, c'est classe. J'imagine. Bref, pour revenir au personnage, on va vite fait parler de Patrick. Parce que ce sera rapide. Patrick est con. Voilà. Bon, il est plus que ça, il est globalement comme Bob, mais à l'extrême. Il est un peu moins gentil que lui, mais c'est pas flagrant. Il est moins patient et donc s'énerve assez souvent. Mais bien évidemment, son potentiel comique est très élevé. Bonjour, jeune homme. Salut, cher collègue. Voilà, on cherche un criminel. Reconnais-tu cet homme? Oh, c'est le criminel. Rangez ça, je veux plus le voir. Les Martiens se servent de nos souvenirs pour transformer notre environnement. Ils doivent chercher à nous troubler. Si j'ai bien compris, ils ont échangé ce à quoi on pensait pour le remplacer par d'autres pensées afin qu'on pense qu'on est en train de penser comme eux. Enfin, je crois. Ouais, c'est ça. Capitaine Krabs aussi est très drôle. Krabs est effectivement terriblement efficace. Il a pas mal de punchlines qui balancent dans sa barbe, qui marche particulièrement avec sa première voix française. C'est moi qui ris. Arrête tout de suite. Retourne à la cuisine. Dans mon propre dojo. Tu prends toujours des médicaments contre les allergies? Non, chef.
D'accord, je l'avoue, je suis coupable. J'ai volé les bottes. Elles sont là, sous les lattes du plancher. Oh, je me expier. Oh, que je suis coupable. Et oui, car les doubleurs de la saison 1 ne sont pas tous restés jusqu'au bout de la série. Mais l'équipe de la première saison est parfaite. Il n'y a pas un perso qui ne colle pas avec sa voix. Ou certaines fois des persos tertiaires, mais ça en est d'autant plus drôle. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes voix qui font ces persos-là. Et c'est vrai que la voix de Krabs marque particulièrement. Ton Carlo est vraiment mauvais. Toi aussi, tu trouves? Bon, si on doit résumer Krabs, c'est Louis de Funès dans La Folie des Grandeurs. Un énorme rat, quoi. De quelle taille, à peu près? De quoi? Le rat, il fait quelle taille? Genre, si c'est ça, je peux m'en occuper. Mais si c'est plus gros qu'un chien, moi j'y touche pas. Mais va falloir arrêter, là. Ça commence à se voir que t'es inspiré de Perceval. Je sais pas qui c'est, mais je vois ce que vous voulez dire. Et tu me vois maintenant. Ouais, c'est pas faux. Putain, y a même pas d'effort. J'appelle un dératiseur ou pas? Qu'est-ce que tu veux ratisser? Bref, Krabs est avare et c'est quasiment la seule chose qui le définit. Quelquefois paternel avec Bob, d'autres fois rabaissant, mais toujours extrêmement respecté par l'éponge. Il a une fille qui est une baleine, Et je sais vraiment pas quoi rajouter à ça. À part peut-être qu'elle est adoptée. parce qu'on ne connaît pas la mère, donc on pourrait imaginer que c'est aussi une baleine, mais bon, un crabe et une baleine, ça doit galérer à se reproduire. À première vue, quoi. Bref, sinon on peut parler de Carlo, un personnage attachant, sympathique et convivial. Évidemment, c'est totalement le contraire, il est tout le temps en train de râler. Il est désagréable, hautain et superficiel. Mais ce personnage est un vrai régal. Déjà, c'est peut-être le personnage qui me fait le plus rire. Plus que Patrick, et peut-être autant que Krabs. Les deux se jouent. Il déteste Bob et a horreur de l'avoir comme voisin. Même si c'est possible qu'il haïsse encore plus Patrick, on sait qu'il respecte plus ou moins le capitaine Krabs. Mais même là, ça dépend des fois, quoi. Il rêve d'être un musicien reconnu, mais il est apparemment très mauvais. Souvent ridiculisé par Bob, qui joue mieux que lui, alors qu'il n'est pas musicien. Enfin bref, on pourrait penser que c'est le perso le plus normal, mais en réalité, ce serait plutôt Sandy. Même si, bordel, qu'est-ce qu'elle fout là? Un écureuil du Texas, qui décide d'aller vivre sous l'eau, dans une espèce d'aquarium inversé. Déjà, comment elle a construit ça? Sûrement avec de très bons poissons architectes. Non, j'en sais rien. Bref, de toute façon, ce côté absurde colle super bien avec l'univers de Bob l'éponge. Et c'est elle qui sera la voix la plus raisonnable auprès de Bob. Sauf quand ça parle de karaté et du Texas, où là, elle perd tout contrôle. Mais mis à part ça, Sandy est gentille, calme et intelligente, et c'est à se demander pourquoi Bob ne va pas la voir plus souvent en cas de problème. Sûrement parce qu'il est bête. Ça joue. Et si on devait résumer un seul épisode, Bah ce serait impossible parce qu'il y a que des masterclass et j'ai envie de parler de tous. déjà le premier épisode, où Bob tente le job de cuistot au crabe croustillant, encouragé par Carlo. Demandez-lui, il vous le confirmera. Pas hyper emballé, donc, il envoie l'éponge chercher une spatule qui n'existe pas. Et encore c'est un objet. À la limite ça peut se trouver. Il aurait pu aller encore plus loin dans l'irréalisable. Mon petit Bob, il faudrait que tu trouves une preuve de l'existence de l'humour d'Anne Romanoff. Compris, capitaine? Je l'ai trouvé. Évidemment que non, c'est impossible. Allez, dégage. Puis le nez de Krabs se met soudainement à le titiller. Dès son choix. Et il se retrouve totalement dépassé par les événements. Surtout qu'un resto avec aucun cuistot, ça doit pas marcher hyper bien. Alors qu'une véritable marée humaine d'anchois se crée, Hyper fier de cette phrase. Bob arrive à la rescousse avec non seulement cette spatule qui ne devrait pas exister, mais surtout des compétences de cuisine hors normes. On a alors droit à une séquence incroyable où Bob cuisine et sert les anchois sous les paroles de Living in the Sunlight, Loving in the Moonlight. À ne pas confondre avec ça. Je crois que ça n'a rien à voir. Et voilà, Bob est officiellement cuisinier du crabe croustillant. Là, on pose les bases, en douceur, mais on a déjà un petit avant-goût de l'absurde et de l'humour de la série. On a ensuite un court épisode muet, enfin quasiment, Hé, toi! où Bob nettoie son terrain quitte à dégueulasser celui de Carlo. Et même en muet, c'est très bon. On a la rencontre avec Sandy, qui est un très bon épisode où on comprend mieux l'humour de Patrick. Je viens de rencontrer une fille, elle a un chapeau rempli d'air. Oh, tu vas dire qu'elle a de grands airs? Une vanne qui me faisait rire même enfant alors que je la comprenais pas du tout. Ah oui, c'est une masterclass. Un Patrick qui suivra Bob durant l'épisode pour lui rappeler que même s'il crève, tant qu'il a le doigt levé, il paraîtra snob et ne décevra donc pas Sandy. Évidemment, tout ça parti d'un quiproquo et de la stupidité de Patrick. C'est génial. On a aussi l'épisode où Bob fait un stand de bulles. Oui, c'est un vrai épisode. C'est Patrick son premier client, mais comme il a pas de sous, c'est Bob qui le paye. Donc au final, il perd des sous. Seulement là où ça devient brillant, c'est quand Carlo, alors qu'il trouve ça débile, vient essayer. En payant, bien sûr. Évidemment, il n'y arrive pas, donc Bob lui propose alors des cours de soufflage de bulles, ce qui va finalement l'aider, mais il perdra sa maison. Ou le super épisode où Bob craque son pantalon. Super...
il est pas mal chiant. Et je sais pourquoi tu dis ça. Le problème de cet épisode ou même de cette saison, c'est que ça a été énormément diffusé. Ouais, du coup on connaît les épisodes par cœur et ça perd son cachet. Ben, en le revoyant aujourd'hui, pas tellement. Au contraire, on comprend mieux certaines vannes, comme des grands airs de Patrick, et on redécouvre certains passages. Mais pour revenir à cet épisode, il est toujours aussi bon que dans mes souvenirs. La lourdeur de Bob, la réaction des poissons et la chanson de fin. Putain, mais quelle chanson! Je la connais par cœur. All just because I ripped my pants. When Big Larry came round just to put him down, SpongeBob turned into a clown, and no girl ever wants to dance with a fool who went and ripped his pants. Chanson qui conclut parfaitement l'épisode sur une touche absurde, où Bob finit en concert visionné par bien plus de personnes que ce qu'il y avait à la base, et sur une scène qui n'existait pas. Je crois que t'as pas besoin d'expliquer la blague. T'es sûr? Enfin bref, c'est un excellent épisode que je peux revoir des milliers de fois, tout comme celui du livreur de pizza. Attends, mais ils font pas de pizza au Crabes Croustillants? Alors, oui et non. Et, Monsieur Krabs, c'est qu'on fait pas les pizzas de... on livre pas à domicile. Eh ben moi j'y livre pas, mais toi tu livres. Donc, non conscient que ça lui rapportera du fric, le capitaine Krabs envoie Bob et Carlo livrer une pizza pour un client. Seulement devinez qui conduit. Bob? Non. Enfin, si. Faut que j'arrête de poser des questions. Mais grave! Oui, c'est Bob qui conduit, seulement il est éclaté au sol. Il a beau croire qu'il est prêt. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. J'adore cet extrait, putain! Attends, mais je l'ai déjà vu! Oui, au début de la vidéo, quand non, ça repasse autre part, j'en suis sûr. Moi aussi, je suis prêt, je suis prêt. Je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Bien vu. Bon, c'est normal. Yes, bref. Tout ça pour dire que Bob est un danger au volant. C'est la terreur de sa prof d'auto-école, Madame Puff, qui est en stress à chaque fois qu'elle l'aperçoit. Et ça, même pour les heures de code. Alors imaginez à quel point il est mauvais. Donc, comme Bob se retrouve au volant avec Carlo, il y a de quoi flipper salement. Mais vu que c'est sur une décision de Carlo... Je peux pas, j'ai toujours pas mon permis. Eh ben, tu t'en passeras, c'est à 200 mètres d'ici. Évidemment, Bob fait une dinguerie, et il se retrouve à faire du stop parce qu'ils sont perdus et en panne. Malheureusement, personne ne les prend, du coup il décide de faire le chemin à pied. Quand par un heureux hasard, il tombe sur quelque chose qui va les sauver. Sauvé, 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 sauvé. C'est juste un vulgaire caillou. C'est pas un vulgaire caillou, voyons. C'est un rocher, un rocher. On est sauvés! On est sauvés! On est... sauvés! Pas du tout, on est toujours autant dans la merde. Ça marche pas? Bah oui, c'est une agrafeuse. À la limite, t'aurais un rocher, par contre. Mais finalement, le plus étonnant dans cet épisode, c'est pas ça. C'est qu'après avoir réussi à amener la pizza au client, celui-ci enverra chez Bob, parce qu'il manque son Diabolo Grenadine. Ce qui blessera fortement Bob, et c'est Carlo qui ira le défendre. Non mais sans déconner, c'est pas hyper bien? Je veux dire par là que tout le monde aime Bob l'éponge, non? Même mon chat aime Bob l'éponge. Alors qu'il déteste Winx Club. Je sais pas pourquoi. Bah justement, pas du tout. Il y a plein de gens qui trouvent Bob insupportable. Le côté niais, avec les bruitages de cartoon, les rires, tout ça. Mais toi, t'aimes pas Bob? Ah si, moi j'adore. Non mais tout le monde se rappelle de l'épisode où Plankton contrôle Bob depuis son cerveau, ou de l'épisode où il feint de devenir son ami, avec la fameuse musique sur l'amitié. F pour les farces qu'on fera entre amis, U pour l'union entre nous. Continue. N c'est pour n'importe où, n'importe quand, au fond des océans. Ou encore quand des vers mangent la maison de Bob et qui se retrouve à dormir chez Patrick. D'ailleurs on voit ses parents pour la première fois durant cet épisode. Ou celui où des méduses viennent faire la teuf chez Bob, seulement ça part en couille et il se retrouve à les faire partir grâce à Gary qui fait du métronome avec ses yeux. Non mais la liste est encore super longue, c'est ça qui est fou. Moi j'ai été marqué par un épisode où il y a un connard de poisson qui cache un aliment sous sa langue et du coup Bob il sait plus cuisiner. Quoi? Mais si, l'épisode du sel. Ah! C'est l'épisode où Bob fait un pâté de crabe à un client, mais celui-ci lui rétorque qu'il a oublié les cornichons. Ça fait perdre ses moyens à Bob, qui était persuadé de les avoir mis, et il en a oublié l'ordre de préparation du pâté. Enfin, ça détraque tout son quotidien, et c'est le capitaine Krabs qui va venir chez lui pour lui réapprendre à le faire. Et au final, on apprend qu'il mettait les cornichons sous sa langue, le fumier. Tout simplement, en fait. Et Bob va le capter, car il peut pas s'être trompé 2 fois. C'est quoi la réplique du sel? Eh ben, c'est peut-être ma réplique préférée. Merci, monsieur le fermier, ce fut un plaisir de vous servir. Je pourrais avoir un petit peu de sel. On est en rupture de stock. Alors donnez-moi du sel.
Non. C'est juste ça. Non, si, complètement. Bah si, c'est rigolo. Mais justement, le nombre de répliques cultes sont folles. Par exemple, juste la façon dont le capitaine Krabs dit hameçon. Je ne sais pas ce que c'est qu'un hameçon. Une masterclass, tout simplement. En plus, il le dit très peu de fois. Les hameçons. C'est bon, dit hameçon. Hameçon. Les hameçons. Les hameçons. De toute façon, avec le capitaine Krabs et Carlo, on est submergé. Et le terme est bien choisi. Des dialogues extrêmement malins et subtils, comme cela. Marcher dans la rue, vacances à mes petites affaires. Je serais ravi d'écouter cette histoire forcément passionnante, seulement voilà... Je dois inspecter nos poubelles. C'est quoi, c'est saut que je suis. La prison, ce sera pour vous, Monsieur Krabs. Patrick, t'es viré. Mais je travaille même pas ici. Il y a justement une place de libre, qu'est-ce que t'en dis? Waouh, je la prends. T'es viré alors. Mais aussi des épisodes un peu marquants, voire dérangeants, comme quand Bob et Patrick vont dans les abysses de Bikini Bottom avec plein de poissons étranges et effrayants. Alors quand je dis dérangeant, c'est qu'il m'avait un peu choqué petit, mais rien de fou. Ah oui, moi aussi, il y en a un qui me mettait hyper mal à l'aise. Celui où Bob se transforme en escargot. Oui, voilà. Un épisode qui débute un peu comme tous les autres dans la légèreté et l'absurdité, comme la barbe de Bob qui pousse en une sieste, seulement il va y avoir un retournement particulièrement effrayant. Oh, il abuse. Donc Bob doit partir 3 jours à la fête annuelle des pêcheurs de méduses et demande à Carlo s'il peut garder Gary et le nourrir durant son absence. Chose qu'il accepte évidemment quand il comprend que son voisin qui l'apprécie plus que tout sera absent tout un week-end. Il va alors profiter du voyage de Bob pour bronzer. Pendant 3 jours. Et alors qu'il aperçoit le bus de retour de l'éponge, il se rend compte qu'il a totalement oublié de nourrir l'escargot. Bon, peut-être qu'il abuse pas en fait. Bob s'en rend de suite compte, par rapport à la ganache désastreuse de l'animal, et appelle un docteur. Docteur qui préconise une injection de plasma d'escargot pour rabibocher Gary. Seulement, le docteur n'aime pas les piqûres et c'est Carlo qui s'en chargera. Toutefois, il va piquer Bob au lieu de l'escargot, et celui-ci va commencer à se trouver bizarre. Quand tout à coup... Gary, regarde mes yeux. Non, c'est rien. C'est normal. De toutes les façons, je suis droitier. Plus besoin d'acheter de nouvelles chaussures. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui cloche chez moi. Oh putain, même encore maintenant, ça me met mal à l'aise. Non mais oui, t'abusais carrément pas. Mais je crois que le pire, c'est la scène d'après. Là, on l'entend encore faire des vannes et du coup, on peut en quelque sorte en rigoler. Mais là, c'est compliqué. Miaou, miaou. Mais là, c'est totalement un animal, il est même plus capable de parler. Puis les cris de Carlo accentuent le malaise. En plus, ça enchaîne sur une espèce de course-poursuite entre les deux, où Bob arrive à se glisser partout, ce qui est hyper angoissant, et Carlo finit par lui aussi se faire piquer et se transformer en escargot. Enlevez-moi ça, sans déconner. Je vais vomir. Enfin, hors blague, gamin, j'aimais vraiment pas cet épisode. Il me gênait profondément. Ouais, c'est dur à expliquer pourquoi c'est dérangeant en fait. Oui, parce qu'en soi, y a pire. Puis j'étais pas en état de choc. En tout cas, beaucoup moins que l'épisode où Titi se transforme en poussin mutant. Quand t'as dit ça, j'ai lâché une petite caisse d'effroi. Ce fameux épisode en question a choqué toute une génération, mais là n'est pas le sujet. C'est mon épisode préféré, il me fascinait quand j'étais gamin, le voyage dans le temps. Un épisode plutôt atypique où Carlo se retrouve coincé dans une chambre froide du crabe croustillant et il reste coincé quelques temps. Du coup évidemment ça part loin, il y a plein de vannes, comme le fait qu'il y a tout simplement une machine à voyager dans le temps au crabe croustillant du futur. Seulement en l'utilisant il repart un peu trop dans le passé et se retrouve face à un Bob et Patrick de Cro-Magnon. Encore une fois, cet épisode est mythique. Quand j'étais gamin, j'avais l'impression qu'il me manquait une référence alors à un ancien épisode ou à un film pour bien le comprendre. Il y a une vraie ambiance dans l'épisode avec des bruitages ultra spéciaux, des voix qui se distordent. Et ben, cette partie sur fond blanc, c'est une référence à un épisode des Looney Tunes de 53, Duck Amuck. Un épisode où on voit Daffy interagir avec le dessinateur de l'épisode et qui se termine comme ça. Oh, I feel all right. Parce qu'après ça, il essaye de repartir dans son époque, mais la machine déraille et il se retrouve dans une espèce de vide très abstrait, tout bonnement génial. Un moment de pure comédie et d'absurde qui en devient presque artistique. Puis même la conclusion se retrouve être parfaite. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous revoir, les mecs. Dois-je en déduire que t'es d'accord pour... Allez, à la pêche. Non. Un épisode qui aura donné un bon mème. Le futur. Mais en soi, Bob l'éponge est un bon créateur de mèmes. Alors, personnellement, c'est l'épisode du papier qui m'a marqué. Épisode où Carlo donne un morceau de papier à Bob, qui fera énormément de dingueries avec, ce qui finira par rendre dingue le calamar, puis jaloux, et donnera jusqu'à sa maison pour récupérer ce bout de papier. Ouais, ça ressemble pas mal à un autre épisode légendaire.
Mais on en reparlera plus tard quand on fera la saison en question. Il y a aussi l'épisode avec l'homme sirène et le Bernard l'ermite, ou le jour des contraires qui sont géniaux, ou encore les bras gonflables avec un Bob au top de sa forme, ou le fantôme de Carlo, ou la spatule de Neptune, quand Bob a réussi à retirer la spatule dorée. Seulement le roi Neptune, appelé ici empereur, refuse d'accepter que ce soit Bob, une simple éponge qui puisse être digne de devenir le cuisinier royal. Le cuisinier royal devra être, voyons, être gaucher. Ah, moi je me sers de mes deux mains. Le cuisinier royal devra également porter un caleçon rouge, non bleu. Bref, ça finit en compète de cuisine, et c'est Bob qui gagne et devient donc Dieu. Mais il décide de partir et de retravailler au crabe croustillant. Bref, vous avez compris que chaque épisode est emblématique et inoubliable. Tout ça grâce à son univers si particulier, son utilisation de vrais acteurs pour accentuer certaines blagues. Les gens vieux sont les meilleurs, ils sont le symbole de la sagesse et de l'expérience. Quant à la vanille et... Les vastes étendues de gazon, les barbecues et les tartes aux noix. Les dessins particulièrement précis et détaillés. C'est pas moi, vieux crouton. Bien sûr, l'absurde qui est une pierre angulaire de la série. Ça peut pas être pire. Des blagues plus fines. On est perdu, oh, mais où suis-je, où vais-je, où ai-je? Tu vas la fermer, espèce de joueur de clarinette du dimanche. Du dimanche? Non, t'as une grosse dinde. C'est quoi une grosse dinde? Mais il s'est déshabillé. Je lui donne une semaine. Je lui donne 11 minutes. Et bien sûr, les musiques, toutes très connues et emblématiques. Bref, tout chez Bob l'éponge est réussi. Au moins les 3 premières saisons. Parce qu'après, je m'en rappelle pas. Eh ben, les 4 premières saisons et le film, tout est réalisé par Stéphanie Lamburg et c'est absolument génial, c'est le créateur de la série. À partir de là, pour la saison 5 et celle d'après, il se fait remplacer par Paul Tibbitt et généralement, ça divise un peu plus les fans. Et peut-être qu'on en parlera un jour en vidéo, je sais pas. Je sais vraiment pas. Et sa force, c'est qu'il touche aussi bien les enfants que les adultes. Un casier judiciaire bien rempli. Ce qui rend ces visionnages toujours aussi efficaces. Et c'est pour le plaisir qu'on fera les autres épisodes. Non, pour le pognon. Je suis payé? Coucou. Oh non. J'ai regardé votre nouvel épisode et c'est vraiment cool, hein. J'aime bien Bob l'éponge. Mais je me demandais, tu parles quand de Totally Spies? Oh bordel. Il fait une fixette sur Totally Spies, lui, c'est pas possible. Non mais c'est pas ça. Mais ça fait depuis le début de la saison 2 que j'attends un épisode sur Totally Spies. Et je le vois jamais venir. Eh bien, je pense que tu vas être content, parce que la prochaine fois, on va parler de meufs badass. Oh. Qui se battent contre le mal, Yeah. et qui doivent gérer leur vie perso à côté. Mais c'est complètement Totally Spies. Tu vas enfin en parler pour le prochain épisode. Et non, ce sera pas Totally Spies. Ouch, quel twist. Mais on parlera d'une autre très bonne série.